pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour, c'est la revue de presse numéro 609 du 23 octobre 2025. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, le front ukrainien est en train de craquer. Mais il faut noter que la résistance des troupes ukrainiennes est quand même très très grande. Bravo à leur courage. Mais les Russes avancent sans problème. Alors, oui, aujourd'hui à Bruxelles, une grande réunion pour mettre des sanctions sur le dos de la Russie. Le 19e paquet de sanctions. Alors, chose quand même plutôt étrange, Monsieur Trump a mis également des sanctions sur le pétrole russe. Alors qu'au moment de sa première réunion avec Poutine, il avait débloqué justement certaines choses sur le pétrole russe. Bon, attendons pour savoir ce qu'il en est de ce va-et-vient continuel du président américain. C'est la revue de presse numéro 609 du 23 octobre 2025. Bonne journée. Perspective d'un sommet Trump-Poutine à Budapest pour préparer la paix en Ukraine s'éloigne. Qu'est-ce qu'on dit de ça chez vous? En fait, quand vous dites chez nous, chez moi, vous voulez dire en Russie. Par exemple. C'est vrai que j'ai passé quelques jours à Moscou et je peux vous dire que c'est un peu la même chose que chez nous en France. C'est-à-dire que il y a des rapports que ce sommet peut être rapporté. C'est jamais dit qu'il s'est annulé, mais il dit que ça peut être rapporté pour mieux préparer. Parce que, pour Donald Trump, je pense qu'il ne veut pas un simple photo. Et pour Kremlin, Poutine ne viendra pas juste pour le symbole. Si on parle de sommet en Alaska, c'était un sommet de symbole parce que c'était une rencontre entre président américain et président russe depuis une longue rupture des relations diplomatiques, on peut dire. Mais en fait, oui, pour ces sommets-là, pour qu'un tel sommet serve à quelque chose, il faut d'abord définir des points d'accord concrets. Et je pense que c'est ça la problématique aujourd'hui. En tous les cas, le média russe dit que le ministère des Affaires étrangères continue de préparer ce sommet avec les Américains et pas avec les États-Unis. Et oui, alors. J'espère bien finalement on va avoir ces sommets. On ne sait pas exactement quand parce que le travail diplomatique est en cours. Mais c'est vrai que il ne fera qu'ajouter parce que sinon il ne fera qu'ajouter du spectacle sans faire avancer la paix. Et ça c'est la chose plus importante. Well, thank you very much. It's an honor to have a friend of mine, a very good friend of mine. We've become friends actually through the trials and tribulations of everything. Mark Rutte, Secretary General of NATO, highly respected. Almost every country in Europe. I think you can almost take away the almost pretty soon. No. But they all have great respect for the leader, and he is the leader. And we've had some very good discussions today, and things are going along pretty well as regarding Ukraine, Russia. We thought it would be a little bit easier. That's turned out to be tougher than the Middle East. The Middle East was supposed to be the tough one, and we've solved that puzzle, but this one will get solved also. So I want to just say it's an honor to have you, Mark. Thank you very much. Et puis, de l'autre, on apprend que ce sommet n'aura pas immédiatement lieu. Alors, j'aime beaucoup la façon dont les journalistes d'LCI nous l'ont présenté. Il est reporté mais annulé. Non, s'il est reporté, il n'est pas annulé. Une annulation, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas du tout de réunion. Il est reporté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il est reporté. Alors, officiellement, Donald Trump, comme d'habitude, dans sa façon de communiquer, dans ses allers-retours, un coup oui, un coup non, un coup peut-être, nous dit que c'est parce qu'il veut pas perdre du temps, parce que les choses ne sont pas encore complètement réglées en amont, alors ce serait inutile de se voir dans de telles circonstances.
on a très bien compris que le problème n'est pas du tout là, et d'ailleurs on a bien vu LCI oublier de nous parler de tout ça. C'est ce qui s'est passé. On y reviendra dans le volet militaire au niveau des infrastructures énergétiques en Hongrie et en Roumanie ces derniers jours. Et des menaces qui pèsent ou que voudraient faire peser, parce que je pense que c'est plutôt des rodomontades une fois encore, même si là je les prends un petit peu plus au sérieux que d'habitude, sur la sécurité de Vladimir Poutine s'il venait à arriver sur le territoire hongrois, bien sûr, territoire de l'Union européenne, à la fois les menaces alors sur la sécurité du vol présidentiel russe et puis de son éventuel, mais alors ça c'est la partie qui m'interpelle le moins, sur son éventuelle arrestation une fois arrivé au sol à Budapest. Le sommet a été remis sine die. On ne sait pas encore s'il aura lieu et quand il aura lieu. Bon. Et effectivement, la manière dont c'est retranscrit ici à la radio, à la télévision, c'est non, il ne se passe plus rien, sous-entendu parce que les positions sont de toute manière tellement antinomiques. Bon. Mais néanmoins, il y a d'autres médias, notamment américains, qui ont quand même dit qu'en fait, il y avait eu déjà des entretiens amont entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, que cet échange avait été très constructif, mais pas suffisant pour que ça justifie de faire se rencontrer les deux présidents, parce que, évidemment, quand les deux présidents se rencontrent, il faut que ça ait un sens, et il ne faudrait pas se retrouver dans la situation du sommet d'Anchorage, en Alaska, qui a quand même fait un peu pchit. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui a été dit, c'est que il n'y avait pas de plan dans un futur immédiat pour une rencontre au sommet, mais que c'était productif, que ce que s'était dit Rubio et Lavrov était productif, que la voie diplomatique était toujours ouverte, c'est-à-dire qu'on continuait à discuter. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que la Russie est prête à faire des concessions lourdes ou d'accepter un cessez-le-feu permanent. À ma connaissance, la position russe, elle est toujours ferme, elle n'a pas bougé vraiment. Elle veut que soit reconnue la souveraineté russe sur la Crimée et sur les 4 oblasts, et surtout qu'il n'y ait pas de troupes OTAN en Ukraine et que les troupes ukrainiennes se retirent du territoire russe. Bon, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à relever à propos de cette proposition d'un sommet qui devait donc se tenir à Budapest. D'abord, c'est que en fait, c'était d'abord les Américains qui ont parlé de ce sommet, et les Russes, eux, ils ont déclaré que cette proposition de se rencontrer pouvait être examinée. Donc, ce n'est pas les Russes qui demandent, premièrement. Ensuite, il est clair que du point de vue des uns comme des autres, il faut que se discutent les questions de fond, les questions techniques au niveau déjà des ministres des Affaires étrangères. Bon. Et ensuite, il y a quand même beaucoup encore de différences et de différends entre les approches américaines et russes. Donc, il faut comprendre que chaque partie est quand même très circonspecte, même si du côté américain, on voudrait pouvoir annoncer des choses. Sur le fond, tout reste encore à discuter. Mais néanmoins, il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'un certain nombre de sources disent que pendant le coup de fil entre Trump et Poutine, Poutine aurait dit de nouveau qu'il était prêt à abandonner des parties des oblasts de Kherson et de Zaporijia, donc pas des deux autres, ni de Donetsk ni de Louhansk, en échange du fait que l'Ukraine abandonne complètement ce qui lui reste de territoire sous contrôle dans les deux autres oblasts, c'est-à-dire
Kherson et Donetsk. Mais avec Trump cherchant à mettre fin à la guerre d'une manière ou d'une autre, l'extrémisme européen persistant à propos de la guerre ne peut pas s'expliquer par la pression américaine. Je pense donc que c'est illusoire. Et bien sûr, il y a un autre facteur à mentionner. Les voisins de la Russie sur la ligne de front, les États baltes et la Pologne, sont, pour des raisons historiques que l'on peut peut-être comprendre, bien que je ne les partage pas, farouchement russophobes. Et il existe en Europe une opinion selon laquelle nous devons rester unis. Et donc nous devons laisser nos États de l'Est en première ligne dicter la politique à l'échelle européenne. Il y a donc une certaine dimension de cela. C'est simplement ainsi que l'Europe parvient à rester soudée en laissant s'exprimer les voix les plus russophobes. Comment expliquer autrement que l'Europe ait confié sa politique étrangère à une vice-présidente, haute représentante de l'Europe issue de l'Estonie, qui du matin au soir se montre, je dirais, vulgairement russophobe et totalement contraire à la diplomatie. Bien sûr, je parle de Kaja Kallas. Il n'y a donc aucune bonne justification à la position européenne. Il existe certaines explications possibles à ce que nous observons, mais ce sont des politiques vouées à l'échec. Et les États-Unis ont annoncé des sanctions contre les deux plus grands producteurs de pétrole russe afin de faire pression sur Moscou pour que la Russie accepte un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'administration Trump était prête à prendre d'autres mesures si nécessaire, exhortant les alliés des États-Unis à se joindre à elle. Cette décision intervient au lendemain de la suspension d'une rencontre prévue entre Trump et Poutine. Trump a déclaré l'avoir annulée parce qu'il estimait que le moment n'était pas opportun, mais le Kremlin affirme qu'aucune date n'avait encore été fixée pour cette rencontre. La semaine dernière, Trump avait déclaré qu'il rencontrerait Poutine en Hongrie à la suite d'une conversation téléphonique. Si la CIA était venue me voir en 2021 pour me demander quelle serait la meilleure ligne de conduite vis-à-vis de la Russie, j'aurais dit qu'il fallait maintenir l'Occident pleinement engagé à l'intérieur de la Russie. Vous voyez, à cette époque, la Russie n'avait pas d'opposition viable, mais elle avait une opposition politique. Navalny en était le chef. Et vous savez, il y avait des centaines de milliers d'opposants politiques actifs à Vladimir Poutine et des millions de personnes qui étaient des opposants passifs. L'influence économique de l'Occident s'était insinuée dans environ 30, peut-être près de 40% de l'économie russe. Et la Russie craignait de prendre toute mesure pouvant provoquer une rupture avec l'Occident, car il existait une opposition politique. Cette insinuation économique donnait à l'Occident un levier sur la Russie. Environ 20 à 30% de la population russe restait en retrait. Ils soutiendraient Vladimir Poutine tant que leur bien-être économique serait assuré. Des milliards de dollars de capitaux étaient sous le contrôle d'oligarques qui gardaient cet argent hors de Russie, et le gouvernement russe essayait de les inciter à réinvestir, mais il devait agir avec prudence. Vous voyez, tout le levier était là. Tout le levier était là. Alors on avance lentement, on entre et on avance lentement. On inflige la douleur progressivement. Si c'est ce que vous voulez faire. Mais au lieu de cela, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont fait le divorce. Aucune de ces conditions n'existe plus. Il n'y a plus d'opposition à Vladimir Poutine en Russie aujourd'hui. Ils ont tous fui. Souvenez-vous de ces centaines de milliers de Russes qui tentaient d'échapper à la mobilisation et de partir après la guerre. Ils ont tous fui vers la Géorgie, le Kazakhstan, l'Europe, partout. Ils sont partis. Ceux qui sont restés soutiennent Vladimir Poutine envers et contre tout. Il y a eu ce divorce brutal. La Russie a reconfiguré son économie pour la rendre à l'épreuve des sanctions. C'est pourquoi la Russie bâille chaque fois qu'on mentionne des sanctions. Il n'y a plus aucun levier de sanctions sur l'économie russe aujourd'hui. Zéro. Alix, ce qui va d'abord occuper les esprits aujourd'hui, je le disais, c'est d'abord la question de ce prêt à Kiev financé grâce à ces avoirs gelés russes. Est-ce que les 27 vont enfin donner leur feu vert à ce projet ?
Eh bien écoutez, le pays le plus inquiet dans ce dossier, c'est la Belgique. La Belgique qui abrite une grande partie de ses avoirs gelés russes au sein d'une société belge qui s'appelle Euroclear, ici à Bruxelles. Résultat, à son arrivée ici dans ce bâtiment du Conseil européen ce matin, eh bien, le Premier ministre belge a averti qu'il bloquerait toute décision s'il n'obtenait pas de garantie. Alors concrètement, il demande 3 garanties. La première, c'est la mutualisation complète des risques. La deuxième, c'est la participation de tous les États membres si de l'argent devait être remboursé. Et enfin, il demande à tous les pays, les autres pays européens qui abriteraient des actifs gelés russes d'agir également. Alors, dans ce dossier, il y a pu avoir d'autres réticences d'autres États membres, en tout cas de la prudence sur l'utilisation de ce prêt uniquement pour la reconstruction de l'Ukraine ou bien à des fins militaires. Il va y avoir également aujourd'hui la question récurrente de la Hongrie qui, vous le savez, a l'habitude de bloquer les décisions sur l'Ukraine. Alors on verra si les conclusions du jour sont adoptées à 27 ou bien alors uniquement à 26, comme ça a déjà été le cas précédemment. Le secteur donc de Liman. Alors le secteur de Liman, on va en parler pour la journée donc du 20 octobre, hein, comme vous pouvez le voir encadré en rouge dans le cartouche en haut à gauche, à droite de la carte, pardon. Puisqu'il y a eu des développements relativement importants de part et d'autre de Liman, et vous le voyez dans la partie qui se trouve donc au nord-ouest de Liman, les forces russes sont désormais à moins de 2 km des rives du Seversky Donetsk, et donc il n'y a plus que... Alors la seule route qui permet de relier Dorbichevo à Liman, elle est déjà coupée puisque Dorbichevo est partiellement occupé par l'armée russe. Et si vous passez par d'autres chemins depuis Liman que cette route principale pour continuer d'accéder à l'ouest, enfin au nord-ouest de Liman, eh bien vous êtes désormais sous le feu des armes lourdes russes et il n'y a plus qu'un corridor donc de moins de 2 km et on voit que les Russes continuent d'étendre leur position dans ce secteur le long de la route. C'est ce qui s'est passé donc pour la journée donc d'avant-hier, la journée de mardi, qu'est-ce que je dis 22, donc de lundi, pardon, pour la journée de lundi. Et sur le flanc droit de Liman, on a donc une partie maintenant de Yampol qui est occupée par les forces russes, et vous voyez l'avancée majeure qui a été réalisée dans la forêt qui se trouve au nord de Yampol par les forces russes, qui ont progressé notamment depuis le secteur de Torskoye, et qui s'avance. Alors on a eu, semble-t-il, des groupes de reconnaissance en profondeur russes qui ont réussi à atteindre les faubourgs de Liman. Ils se sont signalés, semble-t-il, dans ce secteur-là. Ils se sont repliés ou pas. Là, aujourd'hui, c'est toujours très compliqué. Vous le savez, quand des forces de reconnaissance comme ça s'infiltrent dans le dispositif adverse, de savoir exactement où elles sont et de savoir surtout si elles ont pu se maintenir ou non sur place, ou si elles ont été contraintes de se replier après avoir fait leur travail de reconnaissance pour baliser les routes à utiliser, reconnaître les systèmes défensifs adverses. J'ai intitulé ça « Le cadavre de la paix en Ukraine bouge encore ». Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste des petites convulsions post-mortem, si vous voulez? Ou bien est-ce que c'est un peu plus que ça? Bon. D'abord, il y a eu la conversation téléphonique, l'entretien téléphonique qui a duré 2 heures, si vous enlevez la traduction, mettons 1 heure, entre Trump et Poutine. Manifestement, depuis la question de la menace que faisaient peser les Américains d'une livraison de missiles Tomahawk aux Ukrainiens est morte, pour l'instant, en tout cas a été retirée. Alors, on peut se dire que Poutine a peut-être expliqué tout de même à Trump pendant cet entretien téléphonique, comme il l'avait d'ailleurs dit et fait dire, que si c'était le cas, il n'y aurait plus d'Ukraine. Voilà. Et que ce serait la rupture de la relation américano-russe si jamais Donald Trump se risquait à une telle folie. On peut aussi penser que cette menace était peut-être instrumentale de la part des Américains, c'est-à-dire que ça visait surtout à essayer de ramener Vladimir Poutine à la table des négociations sur des bases qui puissent plaire aux États-Unis. Mais enfin, on sait qu'il y a un très très grand hiatus entre les nécessités russes et les exigences russes
pour mettre fin au conflit, et le fameux plan Kellogg, dont je vous ai expliqué qu'il était quand même assez absurde. Parce que la Russie a aussi un atout dans sa manche. Vous savez, en ce moment, la Russie a encore une économie qui fonctionne selon des principes capitalistes. Ils ont un marché boursier, ils parlent de taux d'intérêt et de toutes ces choses dont nous parlons aussi ici, en Occident. La Russie s'inquiète des taux d'inflation et de tout cela. Mais si nécessaire, la Russie peut jouer la carte de la mobilisation économique. Elle peut passer en mode Joseph Staline et effectuer cette transition vers une économie contrôlée par l'État que l'Occident ne peut pas réaliser. La Russie peut le faire du jour au lendemain, car presque toutes les grandes entreprises russes sont aujourd'hui des sociétés par action, dans lesquelles le gouvernement détient une part importante. Ils peuvent simplement les reprendre instantanément. Tous ces oligarques et tout cet argent disparu. Et ceux qui sont restés en Russie doivent réinvestir cet argent dans le pays. Ils ne peuvent pas emporter leurs ressources et s'enfuir. Il n'y a aucun levier. La Russie a radié ses réserves étrangères, ce qui signifie qu'elle comprend que l'Occident n'est rien d'autre qu'un braqueur de banque, que les centaines de milliards de dollars que la Russie avait placés dans le système économique mondial sont perdus. Elle ne s'attend pas à les récupérer. Elle s'y est déjà adaptée. Donc, toutes ces personnes qui parlent de « nous allons prendre les réserves de change russes que nous avons gelées », cela n'a aucun impact sur la Russie. C'est votre économie qui s'effondrera, car le monde comprendra qu'il n'existe plus de refuge sûr pour la richesse souveraine. Si vous pouvez les prendre aux Russes, vous pouvez les prendre à n'importe qui. Et c'est la fin du statut de réserve de change, etc. Journée de mardi, puisque du côté de Seversk, alors les développements se situent sur la partie sud de Seversk, il n'y a pas eu de développement significatif au nord, justement sur la rive gauche du Seversky Donetsk. Là, les avancées constatées sont dans le secteur au sud de Seversk. Vous voyez, j'ai mis en jaune les avancées précédentes de l'armée russe, et vous voyez, avec des flèches jaunes, et vous voyez ce qui est colorisé en jaune avec des flèches rouges, ce sont les gains de terrain russes pour la journée donc de mardi. Le village de Zvanivka est en ligne de mire, et vous voyez que les Russes continuent de progresser en utilisant, on voit le tracé des deux voies ferrées qui se rejoignent en direction de Seversk. Ils continuent d'utiliser ces systèmes-là, puisque ça leur permet d'être protégés des vues facilement, et ils utilisent donc les voies ferrées qui sont légèrement encaissées pour pouvoir avancer plus facilement. Alors, il faut quand même rester prudent parce que c'est Poutine qui continue de faire preuve, malgré tout, d'une forme de modération, toujours de tempérance face aux menaces américaines. On se souvient qu'il, déjà au moment de l'attaque sur la force des bombardiers stratégiques russes, il avait déjà dit que cette attaque était un acte de terrorisme et non pas un acte de guerre. Et évidemment, la différence est très importante. Un acte de terrorisme, il peut y répondre militairement, naturellement, mais il n'en déduit pas que ces actes, qui ont été permis, bien sûr, par un soutien américain, britannique et occidental et otanien, font de ces soutiens-là des belligérants directs, si vous voulez. Ça reste du terrorisme contre la Russie, sur lequel il peut répondre, bien sûr, mais sans considérer qu'il est en guerre, en fait, officiellement, avec ceux qui ont aidé les Ukrainiens à perpétrer ces actes. Donc c'est quand même une nuance très importante. Et là, probablement, d'ailleurs, il avait fait ça en anticipant les menaces et les annonces américaines sur la livraison possible de Tomahawk à l'Ukraine, sachant que les Tomahawks peuvent être équipés d'ailleurs de têtes nucléaires. Donc là aussi, le Kremlin a défini ça, la livraison possible de Tomahawk, non pas comme un acte de guerre des États-Unis, mais comme des attaques qui seraient de nature terroriste, de nouveau, comme sur la force stratégique.
et bien sûr des actes qui provoqueraient l'escalade du conflit. Mais encore une fois, chaque mot compte. Donc en faisant ça, il continue de jouer la modération et il se donne la légitimité, le droit de répondre à ces attaques dans le cadre de la lutte contre des actes terroristes sans déclencher la Troisième Guerre mondiale, sans cibler, si vous voulez, la co-belligérance, qui est pourtant évidente, des États-Unis notamment, mais aussi d'ailleurs des Européens. Et là, c'est moi qui me suis permis de faire une carte différente parce que je voulais vous montrer les choses de manière beaucoup plus large que sur un zoom sur un secteur en particulier. C'est le secteur de Pokrovsk-Mirnograd. Puisque nous l'avons appris depuis hier, il semble que les forces ukrainiennes sont en train d'abandonner leur position à la fois dans Pokrovsk et dans Mirnograd, parce que la situation devient de plus en plus intenable. On en avait parlé la semaine dernière. Les voies d'accès principales à ces deux agglomérations, enfin à ces deux villes, à cette agglomération sont coupées. À la fois donc dans le secteur autour de Rodinske, c'est la pointe de la flèche rouge qui coupe la route verte qui mène à Dobropilia, et puis juste à l'endroit de la E50 à côté de Pokrovsk. Donc il n'y avait plus de route majeure pour assurer le ravitaillement et l'évacuation des blessés pour l'ensemble des troupes qui sont dans ce saillant. Hein. Vous le voyez bien, là ça forme un saillant net et clair. Donc les Ukrainiens sont, semble-t-il, en train d'abandonner leur position en menant un repli progressif. Hein. Ils sont pas en train de se débander et de s'évacuer de ce saillant comme ils sont partis d'Avdiivka il y a maintenant plus d'un an et demi. Ça semble être un repli organisé de manière séquencée par bond, donc assez ordonné semble-t-il. Tandis que les Russes continuent, eux, de mener des attaques un peu partout. Alors là, aujourd'hui, avant de conclure sur ce saillant, la distance entre les deux bords du saillant, c'est entre 7 et, selon certains analystes, même seulement 5 km. Donc ça veut dire que là... tout passage vers l'ouest se fait dans des conditions qui sont difficiles, puisque vous n'avez plus de route principale praticable, qu'on est à la saison des pluies, et que vous devez partiellement vous replier à travers champs. Donc ça complique, même si vous avez du matériel chenillé. Pour le matériel à roues, c'est plus compliqué. Et donc, bien évidemment, vous êtes sous le feu des drones, de l'artillerie en permanence. Hein. Donc ça se fait de manière progressive, mais ça va pas, et ce n'est pas une partie de plaisir. Il faut bien se le mettre en tête. Donc, c'est le pari qu'il prend. Est-ce que c'est un pari gagnant? Est-ce qu'en misant sur l'intelligence des Américains, sur le retour à la raison à un moment donné, sur le fait qu'ils ne voudront pas franchir cette ligne rouge qui n'en est pas une en tant que telle qu'il l'a définie. Est-ce que c'est un pari gagnant? Je ne sais pas, parce que ça donne évidemment des ailes aux faucons américains et aux néocons de toutes sortes et au deep state pour continuer la guerre d'usure, continuer l'escalade de leur côté, continuer la multiplication des provocations ukrainiennes. Donc, est-ce que c'est bon du point de vue de la poursuite de la guerre? Ça n'est pas sûr. La question est toujours lancinante. Est-ce que Poutine est trop modéré ou il a trop confiance dans le bon sens des dirigeants occidentaux? On voit que pour l'instant, ces calculs n'ont pas forcément été bons, puisque même au moment du coup d'État de Maïdan, il n'a pas tout de suite réagi, il n'a pas accepté les républiques séparatistes qui le lui demandaient dans la Fédération de Russie. Ensuite, il s'est quand même prêté au jeu des accords de Minsk, dont on sait aujourd'hui de la voix même des dirigeants occidentaux qu'il n'était qu'une mascarade. Finalement, alors que ça l'a poussé finalement à intervenir en Ukraine, il a laissé les forces ukrainiennes se renforcer et se préparer à reprendre le Donbass par la force. Donc il a été contraint d'intervenir. Finalement, si vous voulez, il est toujours en réaction, contrairement à ce qu'on raconte. Et ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est intelligent pour lui de faire ça? Est-ce qu'il n'aurait pas dû tout de suite
tout de suite faire en sorte que l'Ouest n'ait pas l'occasion de devenir véritablement un co-belligérant, parce qu'il l'est, même s'il fait mine de ne pas le voir, de ne toujours pas le voir. Bon. Vers le nord, dans le fameux saillant créé par l'avancée russe du mois d'août, de la mi-août, eh bien, ce saillant est toujours là. Après des mois de contre-attaque ukrainienne, il n'a toujours pas été résorbé. Alors, les Ukrainiens ont réussi à récupérer le village de Koucheviar tout au nord, qui est vraiment tout en haut du saillant. Ils l'ont récupéré hier. Pour quel effet final sur l'ensemble des opérations dans le secteur, on ne comprend pas très bien. Bref. Ça détourne peut-être des moyens russes. La seule explication pour moi, c'est que ça détourne des moyens russes qui pourraient servir à refermer plus vite le saillant autour de Pokrovsk-Mirnograd et donc de faciliter l'évacuation de leurs camarades. C'est la seule explication pour moi. Ou alors, il y en a toujours une autre qui n'est pas militaire mais qui est politique, c'est de faire de belles images en disant, regardez, puisque hier on a vu le drapeau ukrainien planté à nouveau sur Koucheviar, de dire, regardez, on a repoussé les Russes, on a repris le village. Bon. Russia's pushing disinformation in media, mostly in the United States today, also in Europe, that they win this war, that they are winning. But it's not true. They have losses. More than 1 million people, 1,300,000. Yes, that's it. So and their economy is decreasing. Et puis, toujours des assauts vers le nord-est en direction de Chakove, puisque, je vous le rappelle, pour les Russes, il faut à tout prix prendre le village de Chakove et de Toretske pour gommer la dernière grande ligne défensive ukrainienne qui s'appuie sur ces deux localités. Alors, ensuite, il y a eu la rencontre entre Trump et Zelensky, qui a été, je crois, assez musclée. En gros, le message de Trump à Zelensky, ça a été « mais réveille-toi, ton pays va être détruit si tu ne fais pas des concessions majeures et si tu ne donnes pas le Donbass à Poutine ». Il a dit que l'économie russe, en fait, allait très bien, et que la Russie était la plus forte sur le terrain et que donc il fallait quand même à un moment donné que l'Ukraine en tienne compte de cette réalité. Bon, on voit bien que ces déclarations au cours de cette rencontre avec Zelensky sont aux antipodes d'autres déclarations, il y a quelques semaines, sur le thème « l'Ukraine peut encore gagner », on peut lui donner les armes qu'il faut, l'économie russe est au bord de l'effondrement. Si vous voulez, il y a un double discours. Et la question, c'est est-ce que ce double discours est un double jeu et à destination de qui? Alors, quand on regarde ce qui se passe en Europe et ce qui se passe notamment en France, on a l'impression que, en tout cas du côté français, on continue sur le discours « l'Ukraine peut gagner, il faut soutenir l'Ukraine et la Russie est faible ». Nous avons là des déclarations toutes récentes de notre ministre des Affaires étrangères, je crois hier, qui témoignent d'un déni absolument sidérant, il n'y a pas d'autre terme, des réalités militaires, des réalités stratégiques et des réalités économiques, puisque Jean-Noël Barrot a quand même dit « le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi à conquérir qu'1% du territoire ukrainien. » Donc c'est une manière, si vous voulez, de trafiquer le réel qui est assez folle, et surtout ça montre qu'on n'a toujours rien compris ou qu'on ne veut rien comprendre à l'approche tactique, l'approche militaire tactique et des opérations par la Russie dans le conflit ukrainien. Et bien sûr, c'est un déni flagrant. Enfin, je ne sais pas qui croit convaincre par ce type de discours. C'est vraiment, on a l'impression que plus ça va mal, en fait, pour les positions prises par l'Europe et pour l'Ukraine, plus on continue à s'enfermer et on va encore plus loin dans la surenchère verbale du côté européen, alors que l'Ukraine est au bord de l'effondrement et les Européens se vautrent avec elle dans l'effondrement. C'est-à-dire, c'est de plus en plus inquiétant parce que le réveil va être de plus en plus douloureux, surtout si Trump finit
par arriver à quelque chose avec Vladimir Poutine sur une base réaliste. Qu'on dit ça. Donc, ce n'est pas une nouveauté que le chef d'état-major des armées, dise attention, si nous sommes une cible trop tentante, nous serons ciblés. Le général Georges Lain disait le désarmement unilatéral de l'Occident finira par avoir des conséquences. Donc là, le nouveau chef d'état-major des armées, pour moi, énonce des réalités dures, mais pas nouvelles. Maintenant, sur 3 ou 4 ans, l'horizon, comme je ne suis pas très bon pour prédire, je le laisse faire les prédictions. Hein, et modestement, je me tiens de... Voilà. Au fond de est-ce que Poutine nous attaquera ou pas, c'est dans sa nature. Il faut bien le comprendre. Poutine est l'Occident. Il n'a pas de projet politique comme MAGA ou l'Union européenne. Il n'a pas de projet politique. Il porte le deuil de l'Union soviétique et notre bonheur de vivre sans Union soviétique lui est insupportable. Il a eu cette phrase pour l'Ukraine, que l'Ukraine ne se sente pas russe est insupportable. Donc, il nous hait et il nous fait la guerre parce qu'il nous hait. Et comme disait un Estonien que j'avais vu l'année dernière, il disait soit il perd la guerre en Ukraine et il voudra se venger, soit il gagne la guerre en Ukraine et ça lui donnera des ailes. Donc, tant que le poutinisme existe, on est sur une trajectoire de collision. Est-ce que c'est une menace encore ? La guerre détourne considérablement l'attention de ce que l'Europe devrait faire. Tenter de retrouver une certaine concentration sur la compétition technologique avec les États-Unis et la Chine. Au lieu de cela, l'Europe est complètement obsédée par les sanctions contre la Russie et par la conduite de cette guerre. Ainsi, l'économie ne sert pas les intérêts de l'Europe. Mais au-delà de cela, bien sûr, le champ de bataille a été dévastateur. Depuis l'échec des négociations entre la Russie et l'Ukraine en avril 2022, l'Ukraine a perdu du territoire et bien plus d'1 million, selon certains décomptes, environ 2 millions de personnes mortes ou grièvement blessées à cause de cette guerre. La composition démographique de ceux qui fuient l'Ukraine est évidente et dévastatrice. Le pays n'arrive plus à maintenir l'électricité sur l'ensemble de son territoire. Alors, que cherche-t-on à accomplir en continuant d'insister sur une victoire contre la Russie? Que l'Ukraine reprendra tout son territoire, que la Russie paiera des réparations, que les avoirs russes seront saisis, que la Russie sera tenue pour responsable de façon permanente, que l'OTAN s'élargira pour inclure l'Ukraine. En d'autres termes, toutes ces idées délirantes impossibles à mettre en œuvre restent encore aujourd'hui la position de ces dirigeants européens. Alors, certains avaient dit que de toute façon, Syrski avait demandé aux unités dans Pokrovsk et Mirnograd de tenir jusqu'à ce que Zelensky obtienne les fameux Tomahawk. Bon, puisque de Tomahawk il n'en est plus question, je pense que ça a aussi pesé dans la décision du commandement ukrainien d'enfin replier intelligemment les troupes qui défendaient avec beaucoup de courage et d'héroïsme les deux villes, parce que les combats pour les deux villes, c'est de la très très grosse bagarre, faut pas se le cacher. Là, les gens qui ont tenu dans Pokrovsk ou Mirnograd, ça reste à un niveau d'engagement humain inimaginable pour nous. Donc les types ont fait le travail, il faut désormais maintenant qu'on leur laisse une chance de s'évacuer, sinon ils vont tous finir ou morts ou prisonniers. Ce qui n'est pas le destin pour lequel ils se sont autant battus. Mais ensuite, c'est la plaine ouverte dans laquelle l'armée russe, si elle a les moyens et les réserves nécessaires, va pouvoir s'avancer. À savoir, est-ce que le commandement russe basculera dans cette stratégie ou non? C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, parce que je ne pense pas que ça se jouera en termes de semaines. Il existait une vision à l'origine de cette provocation qui remonte en fait aux années 1990, lorsque les États-Unis ont élaboré le plan d'élargir l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie et d'étendre l'Union européenne pour inclure ces pays. En 1997, Zbigniew Brzezinski a analysé quelle serait la réaction de la Russie.
Il a écrit un livre à ce sujet, Le Grand Échiquier. Dans son analyse, il affirmait que la Russie serait extrêmement mécontente de tout cela, mais qu'elle ne pourrait pas y résister. L'idée était qu'en fin de compte, si l'Occident restait fort, clair et persévérant, la Russie serait vaincue. Et cela fait peut-être aussi partie des convictions implicites ou explicites de ces dirigeants européens, qu'ils ont, d'une certaine manière, la Russie en fuite, sur le point de s'effondrer, de s'écrouler, avec une économie sur le point de faillir et une situation militaire sur le point de se retourner. La question, c'est le double jeu. Est-ce que... Et moi, j'ai tendance à croire ça, et je ne suis pas la seule, il y a un certain nombre d'analystes qui le pensent comme moi. En fait, il a une espèce de discours à destination des opinions publiques, peut-être américaines ou européennes, et en tout cas certainement des néoconservateurs et du deep state américain, sur le thème, voyez, je fais des choses pour l'Ukraine, je veux les aider, je continue à penser qu'il faut taper la Russie, qu'il faut il faut faire quelque chose, mais en fait, je ne le pense pas du tout. Je pense exactement l'inverse. Je poursuis mes discussions avec Moscou et je laisse finalement Moscou finir, si j'ose dire, le travail sur le terrain, c'est-à-dire continuer d'accabler l'Ukraine, de frapper, de détruire ses infrastructures énergétiques et militaires. Ça, entre guillemets, je dirais que c'est le scénario le plus optimiste. C'est-à-dire, ça voudrait dire que Donald Trump a quand même une vision claire de la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de la réalité de la position russe et de la position ukrainienne. Bon. Mais le drone est incontestablement un des éléments du combat du futur et il est important. Vous vous rappelez, il y a de ça quelques semaines, autour du sommet justement de la sécurité européenne au Danemark, tous les jours, on parlait de ces drones qui survolaient les bases aériennes, qui survolaient certaines infrastructures de l'OTAN, etc. Tous les jours, on nous parlait de ces survols de drones. Est-ce que vous avez entendu parler d'un survol de drones ces derniers temps? Pourquoi ces drones ont-ils arrêté de survoler les infrastructures de l'OTAN européenne, les aéroports? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les drones? Pourquoi vous avez arrêté? Évidemment, ça sent quand même l'opération de manipulation, ça sent quand même le gros faux drapeau pour dire « Attention, il faut vraiment investir massivement dans le drone », ce qui est fait. Hein, les Allemands, les Français investissent dans des usines de production en Ukraine de drones, hein, et le drone est évidemment l'alpha et l'oméga de la défense aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir les efforts qui sont faits pour essayer d'emmener les populations dans la guerre, ou dans l'économie de guerre du moins, et donc créer la peur, la susciter, la maintenir, l'organiser et faire en sorte qu'elle soit omniprésente dans les esprits. Je pense que les dirigeants européens sont épouvantables et qu'ils échouent. On peut partir du point de vue que les plus grands va-t-en-guerre de notre époque, Starmer au Royaume-Uni, Scholz en Allemagne et Macron en France, ont la main la plus fragile sur le pouvoir et l'autorité politique dans leur propre pays. Ils ont des taux d'approbation d'environ 20% et des taux de désapprobation d'environ 80%. Et c'est vrai pour ces trois va-t-en-guerre. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment en faire une lecture rationnelle. Ce sont des politiciens en échec, avec une approche ratée de cette crise. Et je ne veux pas rationaliser leur échec. Cela rend aussi un peu difficile à comprendre cette persistance dans l'échec. Ce qu'ils recommandent depuis plus de 3 ans maintenant, depuis que la Russie et l'Ukraine ont failli parvenir à un accord négocié en avril 2022, c'est la poursuite d'une guerre qui n'apporte aucune solution à leurs propres objectifs. L'Europe traverse une crise économique croissante. Cette guerre, ainsi que la rupture des relations économiques avec la Russie, ont entraîné un net ralentissement et un déclin continu de l'économie européenne. Dimitri, bonjour à tous. Vincent, le premier militaire de France, le chef d'état-major des armées, dit que la France doit se préparer à un choc avec la Russie dans les 3-4 ans à venir.
Alors, le général Mandon est à la tête des armées depuis 1 mois et demi, mais il patrouille au sommet de l'État depuis 5 ans. D'abord comme chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, puis au contact immédiat d'Emmanuel Macron comme chef de l'état-major particulier du président. Il est à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Il est logique donc qu'il parle comme son prédécesseur, le général Burkhardt, qui a sonné le tocsin à la veille du 14 juillet avec la menace venue du froid. La Russie, selon lui, aurait désigné la France comme son principal ennemi en Europe, et on sentait une sorte de fierté très macronienne à se considérer comme une cible. On a les victoires qu'on peut dans ennemi public numéro 1, c'est comme dans Europe numéro 1, l'importance d'être tête de liste. Le général Fabien Mandon a mis en garde la commission de la Défense. Alors lui aussi donc crie au loup, avec une raison supplémentaire de s'égosiller. Les parlementaires, en plein débat budgétaire, cherchent à économiser des milliards. Leur affirmer que d'ici 3 ou 4 ans, la France devra se confronter aux Russes, agiter sous leur nez la guerre hybride, la cyberguerre, etc. Eh bien, c'est de bonne guerre. Le général a une position à tenir coûte que coûte, et même quoi qu'il en coûte, que le budget de la défense double d'ici 2035, comme prévu. La défense a été la variable d'ajustement des finances publiques pendant des décennies. On reportait chaque année des programmes. L'époque n'est plus à cette insouciance, ni aux engagements au loin qui étaient surtout des opérations de police. La coloniale s'est terminée. Sauver l'Europe est désormais la mission. L'Ukraine nous ramène à la guerre de haute intensité. Nous n'y sommes pas prêts. Il paraît que l'armée française pourrait tenir seulement 80 km de front et juste quelques jours. Mais cette guerre, elle est plausible, Vincent ? Dissuader l'ennemi, c'est pas seulement brandir ses ogives nucléaires en faisant un chantage au suicide. La dissuasion, c'est aussi avoir une armée puissante et un esprit de défense. Le gouvernement fait tout pour que vous croyiez la guerre possible. La mobilisation est permanente, la propagande inventive, comme la consigne donnée aux agences régionales de santé de se tenir prêtes à un possible engagement majeur d'ici mars 2026. En d'autres temps, on aurait ri de pareil alarmisme, mais avec Vladimir Poutine, on rit jaune. La bonne nouvelle, c'est qu'il est occupé en Ukraine. Ça fait 3 ans que son armée s'escrime au prix fort. Tant que les Russes seront au combat dans le Donbass, ils ne marcheront pas sur les pieds des voisins qui échappent à leur influence. C'est pour cela que l'Ukraine, qui n'est pas en Europe, importe tant aux Européens. Ça leur importe au point qu'ils s'apprêtent d'ailleurs à faire main basse sur les fameux avoirs russes. Oui, c'est au menu du Conseil européen tout à l'heure. Financiers et juristes pensent avoir trouvé le moyen d'utiliser ces 200 milliards russes sans les confisquer, sans violer la loi, ni affoler les marchés. Un mécanisme de financement pour que l'Ukraine achète des armes qu'elle remboursera avec les dommages de guerre que la Russie est censée lui verser un jour. Tout ça est bel et bon, il n'y a qu'un défaut, c'est qu'il faut gagner la guerre, et c'est ça la mauvaise nouvelle, parce que la guerre au loin, la guerre par procuration, la guerre en chambre, eh bien c'est comme un jeu pour l'esprit, mais gagner sur le terrain, ça reste toujours un peu incertain. Sur ces images partagées sur X par le chef du Pentagone, une nouvelle frappe sur un bateau soupçonné d'acheminer de la drogue vers les États-Unis. C'est la 2e en moins de 24 heures engagée par Washington. Ces frappes se poursuivront jour après jour. Ce ne sont pas de simples trafiquants de drogue, ce sont des narcoterroristes qui sèment la mort et la destruction dans nos villes. Ces organisations de trafic de drogue sont l'Al-Qaïda de notre hémisphère et elles n'échapperont pas à la justice. Nous les trouverons et les tuerons jusqu'à ce que la menace qui pèse sur le peuple américain soit éliminée. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement Trump a déployé des avions de chasse et des navires dans ce qu'il revendique comme une lutte contre le narcotrafic. Son rythme semble s'accélérer, son périmètre s'élargir. 7 avaient eu lieu dans les Caraïbes, ces 2 nouvelles au large du Pacifique oriental, pour un total d'au moins 39 morts. Les tensions s'accroissent considérablement avec le Venezuela et la Colombie. Après avoir qualifié le président colombien de baron de la drogue, du pire président que la Colombie ait jamais eu, Donald Trump a réitéré ses accusations très incisives contre Gustavo Petro. C'est un voyou et un méchant. Il a fait beaucoup de tort à son pays. Il ferait mieux de faire attention ou nous prendrons des mesures très sérieuses contre lui et son pays. Le président du premier producteur mondial de cocaïne a annoncé porter plainte pour diffamation devant la justice américaine. Le Venezuela, lui, affirme qu'il s'agit d'un plan visant à renverser le président Nicolás Maduro. Pour faire face à la menace américaine, le président vénézuélien a rappelé que le pays disposait d'au moins 5000 missiles antiaériens.
Le SNAP, programme d'aide alimentaire supplémentaire, parfois appelé Food Stamps, pourrait être à court de fonds d'ici à la fin du mois si la paralysie budgétaire du gouvernement américain se poursuivait. Vous parlez donc de millions et de millions de familles vulnérables et souffrant de la faim qui n'auront plus accès à ces programmes en raison de cette paralysie. Plus de 40 millions d'Américains bénéficient des prestations du SNAP, dont environ 16 millions d'enfants, 8 millions de personnes âgées et de personnes handicapées. Les familles perdraient leur accès à une alimentation nutritive. Elles perdraient donc les prestations qui leur permettent d'acheter chaque mois des produits tels que du lait maternisé ou des aliments sains comme du poisson, des fruits et des légumes. Elles devraient alors trouver d'autres moyens de se procurer ces produits alimentaires. Nous sommes très inquiets car le système alimentaire d'urgence est déjà à bout de souffle, même avant la paralysie du gouvernement. Les banques alimentaires locales peuvent aider à combler le vide, mais elles n'ont pas la capacité de couvrir la perte des prestations SNAP. Pour chaque repas fourni par ces merveilleuses banques alimentaires et ces merveilleuses distributions alimentaires, le SNAP en fournit 9, et je pense qu'il est également important de savoir que nos denrées alimentaires sont plus chères que l'année dernière. Tout coûte beaucoup plus cher, donc l'argent ne permet pas d'acheter autant qu'avant. Ainsi, même avec les distributions alimentaires, il y a des limites à ce qu'elles peuvent donner. Et de nombreux bénéficiaires du SNAP ont peu d'autres options. Je ne sais pas ce que j'aurai à manger sans cette aide tout le mois. Je ne saurais pas quoi faire. Au début de la paralysie, l'administration Trump a utilisé les recettes douanières pour financer temporairement un programme alimentaire distinct destiné aux femmes, aux nourrissons et aux enfants. Mais jusqu'à présent, elle ne s'est pas engagée à financer de la même manière le programme SNAP en novembre. La crise pourrait également être évitée si le Congrès agissait pour rouvrir le gouvernement. Mais à Washington, il semble y avoir peu d'intérêt pour un compromis ou une négociation visant à mettre fin au problème. Commençons par ceci. L'accord que Trump a conclu est un accord majeur entre les États-Unis et l'Australie à propos des terres rares. Mais nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les terres rares ne sont pas vraiment si rares. Ce qui est rare, c'est le raffinage, n'est-ce pas? Cela ne résout toujours pas ce problème, mais il donne l'impression que tout est réglé. Il bluffe, non? Il bluffe complètement. Je me demande parfois si Trump comprend vraiment cela. J'ai de plus en plus l'impression d'ailleurs que Trump oublie souvent ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui explique et qu'il revient simplement aux idées qu'il a déjà. Mais tu as tout à fait raison. L'Australie n'est pas en mesure de raffiner les terres rares. L'Amérique non plus n'est pas en mesure de raffiner les terres rares. On peut trouver des terres rares sur le territoire américain lui-même. Et on peut en trouver au Canada et dans toutes sortes d'endroits. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la question. Et je lisais, tu te souviens de ce commentateur français, Arnold Bertrand. Il a écrit un article très intéressant sur la manière dont une substance particulière, qui est, je crois, classée parmi les terres rares, est obtenue. Je veux dire, il ne décrit pas tout le processus, mais il en explique une partie. Et il souligne que pour atteindre des niveaux de production équivalents, non seulement à ce que la Chine produit, mais aussi à ce que les États-Unis consomment de ce minéral particulier, qui est un sous-produit de ce processus, les États-Unis devraient au minimum doubler la taille de leur industrie de l'aluminium, produisant bien plus d'aluminium qu'ils ne pourraient en absorber. Et cela, comme il le note, ne concerne qu'un seul minéral parmi tant d'autres. Donc, en réalité, cela ne commence même pas à résoudre le problème. La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a ordonné l'adoption d'un nouveau train de mesures économiques visant à atténuer l'impact de l'inflation. Madame Takaichi, qui est devenue mardi la première femme première ministre du Japon, n'a pas révélé l'ampleur de ce train de mesures ni précisé s'il impliquerait l'émission de nouvelles obligations. Toutefois, sa directive laisse entrevoir des subventions sur les factures d'électricité et de gaz pendant l'hiver, ainsi que des aides régionales destinées à alléger la pression sur les coûts de ménages et des entreprises. L'inflation des prix à la consommation au Japon est restée égale ou supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque du Japon pendant plus de 3 ans, alors même que la Banque centrale a relevé ses taux d'intérêt. Et la Cour internationale de justice a statué qu'Israël ne pouvait pas utiliser la famine comme méthode de guerre.
et devait veiller à ce que les besoins fondamentaux de la population de Gaza soient satisfaits. L'avis consultatif rendu par la plus haute juridiction des Nations Unies n'est pas juridiquement contraignant, mais il a été salué par les États membres de l'ONU. Israël a en revanche rejeté la décision de la Cour internationale de justice, la qualifiant de honteuse. D'un côté, la Cour a estimé que la famine était une méthode illégale et interdite pour nuire aux civils dans le cadre d'un conflit armé. De l'autre, elle a conclu qu'Israël avait délibérément empêché l'acheminement de nourriture à la population civile de Gaza. Je ne vois pas comment une personne raisonnable, agissant de bonne foi, pourrait alors affirmer qu'Israël a respecté ses obligations juridiques internationales. Il est évident que ce n'est pas le cas. Le ministère israélien des Affaires étrangères a catégoriquement rejeté les conclusions de la Cour et a déclaré qu'il avait respecté ses obligations en vertu du droit international. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'Israël devait se conformer à la décision de la Cour internationale de justice afin de garantir que les Palestiniens puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux pour survivre. La Norvège a fait remarquer que la décision de la CIJ soulignait le rôle indispensable de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, et le devoir d'Israël de ne pas entraver ces opérations. La Slovénie a exhorté Israël à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire essentielle, en particulier par l'intermédiaire de l'UNRWA, et à respecter les privilèges et immunités du personnel des Nations Unies. Et c'est des révélations qui viennent de sortir, même si l'enquête, elle, a quelques années manifestement, sur des marchés truqués d'armement, tout simplement. Voilà, l'OTAN, qui est le temple, n'est-ce pas, de notre puissance collective occidentale, eh bien, fait face quand même à des travers internes, et encore, ce n'est qu'une enquête, il doit y avoir beaucoup d'autres choses à trouver. Mais là, il y a une affaire assez importante quand même de corruption, qui naturellement est soigneusement tue dans nos médias, mais qui éclate, et qui éclate depuis mai dernier, puisqu'il y a eu des arrestations qui ont été faites, il y avait une série d'arrestations en Europe, déjà de 5 individus, un Américain, un Turc, un Belge et 2 Grecs. Mais je pense que voilà, c'est le début d'un processus. Alors après, la question, c'est bien sûr de savoir à quoi correspond cette série d'arrestations. Est-ce que c'est vraiment pour nettoyer une agence de l'OTAN en l'espèce, ou bien est-ce que c'est finalement, au prétexte de transparence, une façon de reprendre le contrôle. Donc, en mai dernier, a été arrêté à Lugano un premier individu, un Américain, spécialiste des munitions d'une agence de l'OTAN, qui est une agence importante, qui est l'agence de soutien et d'acquisition, la NSPA. Et en fait, on a été mis à jour, si vous voulez, un vaste système mis en place par des agents de cette agence, si vous voulez, ou des ex-agents bien souvent, mais aussi il y en a certains qui sont encore en place. Mais en tout cas, ces ex-agents qui sont devenus consultants, sans qu'on ait manifestement vu là un quelconque conflit d'intérêts, sont devenus consultants et en fait en vue, pour être simple, de peser sur des appels d'offres de contrats d'armement de l'Alliance. Voilà, en échange bien sûr d'argent, en échange de commissions importantes. Pourquoi ils pensent ou prétendent penser qu'il vaut mieux combattre la Russie sur la soi-disant ligne de front et laisser les Ukrainiens s'en charger? Parce que sinon, disent-ils, la Russie apparaîtra à Berlin, à Paris ou à Londres. La seule façon dont la Russie apparaîtra dans ces endroits, c'est en tant que touriste, ou peut-être investisseur, pas en tant que troupe. Donc la rationalisation avancée est « nous devons arrêter la Russie ici, sinon l'expansionnisme russe submergera l'Europe ». C'est un discours courant qu'on retrouve dans certaines pages de commentaires des journaux britanniques et ailleurs. C'est absurde, c'est faux, et cela n'est jamais mis à l'épreuve par des négociations. Toujours, vous savez, c'est comme les spécifications des appels d'offres. Quand vous connaissez les spécifications voulues par le client, c'est évidemment très intéressant quand vous soumettez un appel d'offres. Bon.
Le département de la justice américain, qui est derrière les enquêtes du FBI et de la police du Pentagone, décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Voilà, donc il abandonne toutes les poursuites, aussi bien contre l'Américain et contre le Turc, contre son complice. Une fusillade et un incendie ont éclaté ce mercredi près du Parlement serbe à Belgrade, faisant au moins un blessé. Les faits se sont déroulés dans un parc situé entre le Parlement et le bureau présidentiel, où des tentes ont été installées par les partisans du président Aleksandar Vučić pour empêcher les manifestants antigouvernementaux d'approcher les bâtiments. L'incident a rapidement été qualifié de terroriste par le dirigeant serbe. Užasan teroristički napad na druga lica I tuđu imovinu izazvao je opštu opasnost, a naravno konačnu pravnu formulaciju I kvalifikaciju dela daće nadležno tužilaštvo. L'incident a été provoqué par une altercation impliquant un retraité qui aurait blessé un autre homme en lui tirant dans la jambe. La victime est actuellement dans un état stable après avoir été hospitalisée. Cet événement intervient dans un contexte de manifestation de plus en plus tendu contre le gouvernement de Vučić, provoqué par le tragique effondrement d'une toiture de gare en novembre dernier qui a fait 16 morts. Bien que les rassemblements se soient temporairement calmés, le mécontentement reste profond, notamment après les violences policières lors des précédentes manifestations de cet été. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En pleine crise de l'industrie auto européenne, la France s'oppose à l'Allemagne qui propose de revoir l'obligation de passer au tout électrique d'ici 2035. Comment vous expliquez ce choix d'Emmanuel Macron, Alexis ? Si on raisonne en termes purement économiques, cette décision du président, qui a tout d'un lâchage en rase campagne de notre industrie, est absolument inexplicable. Cette décision, elle est même ahurissante. Enfin, l'industrie automobile européenne, et tout spécialement l'industrie française, sont en voie de disparition. Partout, des usines ferment. Partout, les plans sociaux se multiplient. C'est une hécatombe. Contraints depuis l'adoption du Green Deal à Bruxelles de passer à marche forcée au tout électrique, les industriels sont pris dans une tenaille infernale. D'un côté, la demande qui s'effondre parce que les voitures électriques sont trop chères, que leur autonomie n'est pas suffisante et qu'on fait tout pour décourager les gens de rouler en ville. Et puis de l'autre côté, la concurrence de la Chine qui leur taille des croupières parce que, forte de son avance technologique, elle produit 1. Des batteries et 2. Des véhicules moins chers et désormais d'excellente qualité. Pour nos industriels, c'est le piège absolu. Et voilà. Alors même qu'en Allemagne, le chancelier Merz annonce qu'il va tout faire pour convaincre Bruxelles de repousser au-delà de 2035 l'échéance du tout électrique, alors qu'il est appuyé en Italie par Giorgia Meloni, bref, alors qu'on peut enfin sortir de ce piège mortifère, voilà qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez expliquent à Ursula von der Leyen qu'il est urgent de ne rien changer. C'était bien la peine de nous tympaniser avec le couple franco-allemand. On comprend que les industriels se sentent trahis. On pourra vous répondre, Alexis, qu'il y a les enjeux industriels, mais aussi les impératifs environnementaux. Il faut les prendre en compte. Certes, mais vous savez comme moi, Dimitri, qu'on nous raconte beaucoup de blagues sur ce sujet. D'abord, parce que le bilan carbone réel, batterie comprise, d'une auto construite en Chine, dans des conditions sociales épouvantables, puis acheminée en Europe, est loin d'être exemplaire. Ensuite, parce que les constructeurs ne réclament pas le droit de construire comme autrefois des bonnes vieilles voitures thermiques bien polluantes, ils disent simplement, dans le cadre des mêmes objectifs de décarbonation, permettez-nous simplement de tester d'autres technologies que le 100% électrique, les hybrides rechargeables, les véhicules à générateur embarqué, les nouveaux carburants, etc. Ces technologies, les Chinois les développent à toute vitesse, mais pas les Européens, puisqu'ils sont censés tout arrêter en 2035. Conséquence, plus personne n'achète de voitures neuves et le parc français est plus ancien qu'il n'a jamais été. Et donc, il en est d'autant plus polluant. Joli résultat. Mais alors, pourquoi Emmanuel Macron fait-il ce choix ? Vous savez, quand les décisions n'ont pas de motif rationnel apparent, il faut se tourner vers l'idéologie et vers la politique. Et là, tout c'est clair. Le Green Deal, c'est le legs d'Emmanuel Macron à l'Europe. Cette alliance de la tradition normative française et de la nouvelle religion climatique universelle sous l'égide de la technocratie bruxelloise, c'est Emmanuel Macron qui l'a voulu, qui l'a fait porter par ses protégés, Ursula von der Leyen et Pascal Canfin. François-Xavier Bellamy, qui depuis des années ferraille pied à pied contre cette folie, raconte très bien le climat d'euphorie messianique, d'effusion quasi mystique dans lequel ce pacte vert a été adopté. C'était le triomphe d'une idée française. Emmanuel Macron y croit toujours.
Regardez qui il vient de nommer ministre de la Transition écologique. Monique Barbu, une militante associative ouvertement antinucléaire. Tout pour sauver le Green Deal. C'est un désastre, mais Emmanuel Macron ne se résigne pas à sacrifier cette part essentielle de son héritage moral. Que pèse auprès de cela notre industrie et nos emplois ? Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.